Peut-on lier l'effondrement du pont de Baltimore, la guerre en Ukraine et la guerre au Moyen-Orient? Je vais vous donner quelques éléments d'analyse pour le faire, mais bien entendu, faites-vous votre propre opinion. En ce qui me concerne, je pense qu'il est extraordinairement plausible que la Russie soit derrière l'effondrement du pont de Baltimore. Alors, là aussi, ça semble un petit peu fantaisiste. Tout de même, on a un porte-container qui bat pavillon singapourien, qui est affrété par Maersk, société danoise bien connue, et puis qui, bon, c'est des choses qui arrivent, s'emplafonne sur un des pilastres du pont, le fait s'effondrer et pif paf pouf, le port est impraticable pour un certain nombre de mois, peut-être même d'années en ce qui concerne ses capacités militaires. Ah oui, c'est évidemment un port militaire. Et puis c'est pas n'importe lequel des ports militaires, c'est un port militaire qui peut être utilisé bien sûr pour projeter des forces dans le golfe d'Aden où de facto les États-Unis et la Russie sont dans un état de guerre larvée par procuration, mais du point de vue du renseignement, une guerre assez directe. Alors, bon, à partir de ce moment-là, on peut quand même s'interroger sur la coïncidence. Et puis, vous savez ce qu'on dit, c'est très difficile de tuer une idée, et pourtant, de nos jours, on a des gens qui cherchent à tuer les idées, qui sont des tueurs à gages des idées. On les appelle parfois des conspi ou fact-checkers, mais fondamentalement, ce sont des terroristes intellectuels qui veulent empêcher toute idée contradictoire d'émerger en démocratie. Et bien sûr, ce sont les fossoyeurs les plus directs et les plus exécrables de la démocratie. Mais bon, dans le vrai journalisme et dans la vraie démocratie, on doit étudier les pistes et bien sûr les écarter si elles ne sont pas plausibles, ou mieux, laisser à l'audience le soin d'écarter ou pas certaines pistes. En ce qui concerne le pont de Baltimore, je vais vous donner certains éléments d'analyse. Est-ce que c'est réalisable pour une agence de renseignement étrangère, pour les moyens d'un État comme la Russie, de prendre le contrôle à distance d'un porte-conteneur? La réponse est oui. Et la réponse est totalement oui. Pas un oui mitigé, pas un oui avec quelques doutes de rigueur. Non, la réponse est totalement et absolument oui. Des hackers civils ou indépendants sont capables de le faire. Alors on cite souvent Barnaby Jack, qui est mort dans des circonstances extrêmement suspectes à San Francisco, la veille de l'événement où il devait expliquer comment il était capable de hacker un pacemaker. Bon, je rappelle que Dick Cheney avait un pacemaker, on en implante des centaines de milliers par an aux États-Unis avec la population coronarienne de ce pays. Et Barnaby Jack était capable bien sûr de hacker un distributeur automatique de billets, était capable de hacker une pompe à insuline, un pacemaker, tout un tas d'objets connectés, et bien sûr le système de ballastage d'un porte-conteneur, puisque un porte-conteneur, quand il est vide, tous les chemins commerciaux ne sont pas symétriques. On peut avoir, dans une situation commerciale, à rentrer à vide ou en tout cas avec un fret très inférieur à l'aller. Et dans ce cas-là, le porte-conteneur doit ballaster, doit remplir ses ballasts d'eau de mer. Mais si jamais, par malheur, il le fait alors qu'il est plein, il coule. Et le temps qu'il s'en rende compte, c'est souvent trop tard. On a une catastrophe et le porte-conteneur s'abîme en pleine mer. Ça, un hacker, bon, certes génial, certes d'élite, mais un hacker seul était capable de le faire. Bien sûr, la cybersécurité étant ce qu'elle est, les moyens évoluent, mais bon, une équipe de hackers déterminés est capable, en principe, de provoquer le ballastage en haute mer d'un porte-conteneur, donc son naufrage. Alors maintenant, dites-vous un État comme la Fédération de Russie, qui a des moyens considérables, qui a parmi les meilleurs hackers au monde avec la Chine et les États-Unis, peut-il réaliser ce genre de coup? La réponse est oui, totalement. Maintenant, avait-il intérêt à le faire? De toute évidence, vu tous les avantages que ça peut procurer à la Fédération de Russie, bien sûr, je suis très tenté de dire oui. Quels avantages ça procure? D'abord, ça démontre à l'Occident, en particulier à l'extrême Occident, puisque la Russie représente le moyen Occident, ça démontre à l'extrême Occident sa grande vulnérabilité. Si en effet la Russie a pu être capable de faire s'effondrer un pont civil avec très peu de morts, il faut le reconnaître, par rapport aux attentats qui ont eu lieu dernièrement en Russie et dont la Russie a accusé directement le MI6 et la CIA d'être impliqués dans leur préparation, eh bien, ça démontre une vulnérabilité des infrastructures d'Extrême-Occident et de l'Extrême-Occident et de ses alliés. Les hôpitaux, les barrages hydroélectriques, les centrales nucléaires, tout un tas de choses. De la même façon qu'une opération conjointe de la NSA et du Mossad avait démontré une grande vulnérabilité dans le système de centrifugeuses, donc d'enrichissement de l'uranium iranien, eh bien là, si c'était bien les Russes, ça démontrerait collectivement à l'extrême Occident une vulnérabilité systémique.
systémique. Parce que si l'armée américaine, si les moyens américains n'ont pas été capables d'anticiper et de prévenir ce genre d'attaque, eh bien, on imagine qu'à l'échelle de l'extrême Occident, ce serait encore pire, avec toutes les conséquences que ça pourrait avoir. Et puis surtout, on peut aussi imaginer que ce ne soit qu'une petite attaque, puisque comme je vous le disais, ce sont des moyens qui peuvent être déployés par des hackers civils, pas par des hackers parmi les meilleurs sur Terre avec les moyens militaires de la Fédération de Russie. C'est aussi pour ça que, évidemment, une certaine presse qui est très peu critique fondamentalement de la position de Washington, soit par alignement idéologique, soit par suivisme, ça arrive aussi, eh bien, n'a pas fait état de cette possibilité parce qu'elle serait relativement terrifiante. Il faut reconnaître que dans une situation de guerre, dans un moment où, par exemple, la Macronie en France évoque la possibilité d'une guerre directe avec la Russie, et en effet, la Légion étrangère a déjà été déployée à Odessa, donc on a de fait une tripwire force à Odessa, c'est-à-dire une force telle que une intervention russe serait en principe capable de déclencher une intervention française ou en tout cas de créer une situation de guerre ouverte entre deux puissances nucléaires en Europe. Bah, dans ce contexte-là, le fait que la Russie soit capable de provoquer l'avarie massive d'un porte-conteneurs dans un port et donc, rappelons-nous aussi le contexte, quand l'Ever Given s'était abîmé dans le canal de Suez, ça avait pu donner des idées, ça avait créé des milliards de dollars de dommages et de manque à gagner pour le canal de Suez, qui ont eu un impact sur l'économie égyptienne, laquelle économie d'ailleurs est aujourd'hui dépendante d'Israël en partie, ce qui fait que aujourd'hui le président Al-Sisi est très très pressuré à la fois par son peuple qui voudrait qu'il adoptât une position bien sûr beaucoup plus confrontationnelle avec Israël, et puis de l'autre, bon, il a besoin de fonds parce que l'économie égyptienne est en ruine. Notamment à cause de ça, pas seulement, mais aussi à cause de ses projets pharaoniques pour faire un mauvais jeu de mots, et d'une façon générale, la mauvaise gestion de son gouvernement. On a le même problème avec la Turquie aujourd'hui, où la rue pressure considérablement l'administration Erdogan, laquelle aujourd'hui économiquement, à la suite d'une guerre qui a été menée contre elle par la CIA, il faut être absolument clair là-dessus, pour attaquer l'économie turque, eh bien, a dû lâcher du lest et pouvait pas rentrer dans une confrontation trop ouverte avec Israël aujourd'hui. Bon. Si les Russes ont bien été capables, en prenant cette hypothèse, de mener l'avarie qui a détruit le pont de Baltimore, bah en effet, le message est envoyé, qui serait capable de provoquer des dégâts ailleurs. Ça avait été évoqué quand la CIA avait fait sauter Nord Stream, rappelons-le, hein. Je vous rappelle qu'une certaine presse, des terroristes intellectuels bien sûr, souvent pas des journalistes, vraiment des terroristes intellectuels, faisons la part des choses. Certains terroristes intellectuels se parent de journalisme, mais d'autres ne le sont même pas. Eh bien, avaient déclaré, bien sûr, que il était complotiste, hein, je cite, d'envisager que la CIA fût derrière l'explosion du Nord Stream. Mais bon, les vrais journalistes, comme Seymour Hersh, par exemple, avaient immédiatement rappelé que la CIA était de très loin le suspect numéro un, et en l'occurrence le responsable de cet acte terroriste, puisque c'est un acte terroriste, et que dans ce contexte-là, la Russie pourrait être bien saboter des câbles sous-marins, attaquer certaines infrastructures financières. C'est vrai qu'en termes de cyberattaque, ce que la Russie peut faire est très au-dessus de ce qui a éventuellement été fait à Baltimore. Vraiment très au-dessus. Et en particulier, les attaques d'ordre financier, d'ordre... vous opérez sur les bourses, vous opérez sur le trading haute fréquence, vous piratez certaines entreprises, certains hedge funds. Ça, c'est beaucoup plus dangereux. Parce que là, vous pouvez créer une crise économique majeure, une crise de confiance, et ça va beaucoup plus loin qu'une avarie dans le port de Baltimore qui va réduire considérablement ses capacités militaires et envoyer à l'extrême Occident le message de sa grande vulnérabilité. Bon. De mon côté, je suis vraiment convaincu que les Russes sont derrière cette attaque, mais faites-vous votre propre opinion, je ne détiens pas la vérité, c'est simplement le fruit de mon analyse à partir des sources que j'ai compilées et des différentes autres analyses que je suis allé voir, que ce soit celles de certains officiers américains ou d'autres. Bon. C'était, j'insiste, le port de Baltimore, bon, il y a Norfolk aussi, hein, mais un des principaux ports de projection en Atlantique pour les États-Unis, donc à destination de la mer Rouge. Par ailleurs, les Russes accusent le MI6 et la CIA d'avoir financé les attaques terroristes de Moscou, notamment via des crypto-monnaies. Bon. Maintenant, on doit comparer Baltimore aux attaques contre les intérêts iraniens en Syrie,
Bien entendu, l'Iran a accusé Israël d'être derrière. Bon, je crois que ça fait de secret pour personne aujourd'hui qu'Israël est derrière ces attaques. Je vais pas dire c'est de bonne guerre parce que c'est même pas dans l'intérêt israélien en soi. Aujourd'hui, on a une rupture assez fondamentale entre, ce qu'on pourrait définir comme un intérêt national israélien, puisque bon, toute nation a un intérêt national, même si la majorité des nations n'est pas vraiment consciente de son intérêt national. C'est aussi quelque chose qu'on doit distinguer en relations internationales, en géopolitique. La géopolitique classique part du principe que les États connaissent leur intérêt national et agissent en son sens. Et puis, la géopolitique cognitiviste, dont je suis un représentant, voit bien que les États ne connaissent pas leur intérêt national. La guerre en Irak n'était pas du tout dans l'intérêt national américain, par exemple. Mais au-delà de ça, l'intervention à Suez n'était pas du tout dans l'intérêt national français et britannique, même si les Israéliens y ont participé aussi avec le protocole de Sèvres. Les États, en fait, ne connaissent pas leur intérêt national. D'ailleurs, les États de la Triplice et de la Triple Entente, avant la Première Guerre mondiale, étaient très souvent favorables à l'entrée en guerre, pensaient que ce serait une petite guerre rapide, victorieuse, qui aurait des intérêts aussi en politique intérieure, comme d'ailleurs l'entourage de Napoléon III était favorable à une entrée en guerre, et c'est bien ce que Bismarck a utilisé contre lui en 1870. Mais les États ne connaissent pas leur intérêt national. Ils ne le connaissent vraiment pas. Ce n'était pas dans l'intérêt national du tout de l'Empire d'entrer en guerre contre la Russie. Talleyrand l'avait bien compris. Mais Napoléon s'est quand même jeté tête baissée dans une campagne de Russie qui a ravagé son empire. Donc partir du principe que les États connaissent leurs intérêts, c'est déjà faire une énorme erreur en fait en géopolitique. Et ça, c'est la géopolitique cognitiviste qui peut vraiment s'en rendre compte par rapport à l'approche classique des relations internationales qui part du principe qu'il y a un intérêt monolithique et que les États, étant des superstructures super intelligentes, eh bien, connaissent ces intérêts nationaux. C'est pas du tout le cas. Il est pensé comme dans l'intérêt national israélien par le Likoud et par le cabinet de guerre de faire cette attaque contre les intérêts iraniens en Syrie. Comme il est pensé par le Likoud, pas forcément par tout le cabinet de guerre, qu'il serait intéressant d'entrer en guerre contre le Hezbollah, qui est en effet un actif iranien dans la région, en particulier au Liban. Mon opinion, bien sûr, c'est que c'est pas du tout dans l'intérêt national israélien de faire ça, même si on analyse, c'est pas du tout dans l'intérêt de la paix dans la région, certes, mais même si on analyse du point de vue d'un intérêt national israélien en théorie des jeux, c'est pas du tout intéressant de faire ça. Mais la politique israélienne, elle fonctionne par une prise en otage de la démocratie israélienne. Et cette prise en otage, elle fonctionne de cette façon, c'est-à-dire accepter ce qu'on va faire parce que sinon c'est l'extermination. On a des ennemis partout, on est un peuple encerclé, on est un peuple génocidé, le peuple juif dans le sens général, pas seulement le peuple israélien. Et donc accepter ce qu'on va faire parce que sinon l'alternative c'est l'extermination. Et cette capacité à prendre en otage la démocratie israélienne, elle est comprise en interne, pas tout le temps. Mais en interne, elle est très souvent comprise. Par exemple, on avait Haaretz qui avait, en 2006, déclaré que Plomb Durci, l'opération Plomb Durci, qui était le précurseur de l'opération à Gaza aujourd'hui, eh bien, par Ariel Sharon, était un tract électoral pour le Likoud. Ni plus ni moins. C'est ce que Haaretz avait écrit. Donc, en politique intérieure israélienne, la presse se rend compte, la plupart du temps, pas tout le temps, quand il y a une situation de sidération massive, brutale, intense. Là, c'est très difficile d'être critique vis-à-vis du cabinet de guerre parce que c'est vu comme de la trahison, même en interne. Mais la plupart du temps, la politique intérieure israélienne se rend compte de plus en plus de ce qu'elle est prise en otage de la rhétorique nous ou l'apocalypse. Nous, ou regardez tous les ennemis qu'on a, regardez la rhétorique de tous ces ennemis dont on est entouré dans le monde arabe et dans le monde musulman encore plus. Et donc, si vous n'acceptez pas ce qu'on va faire, c'est que, en fait, vous êtes favorable à notre extermination. Et là, ce sont les politiciens israéliens qui parlent au peuple israélien lui-même. Ce qui est extraordinairement dangereux hein, sur le plan politique, mais c'est la situation en Israël. Netanyahou en particulier et le Likoud en général a profité et exploité la sidération du 7 à des fins politiques qui n'ont rien à voir avec l'intérêt israélien. Rien à voir. Et ces fins politiques, elles commencent à être révélées. D'abord, on a vu que des fonctionnaires israéliens de haut niveau ont fuité dans la presse des plans qui préexistaient aux attentats du 7 pour complètement évacuer Gaza.
Ce qui, bien sûr, au regard de la Cour de justice internationale, serait un génocide, est un génocide. Mais ces plans existaient, mais le plus important, c'est pas que ces plans aient existé, si c'est grave, bien sûr. Mais ce qui est important, c'est que des fonctionnaires israéliens les aient fuités, parce que ça fait pas le moindre doute que ce sont des fonctionnaires israéliens de très haut niveau qui les ont fournis à Wikileaks. Wikileaks, c'est une plateforme qui est faite pour ça, pour que des fonctionnaires puissent fuiter des documents. Pendant la guerre en Irak, pendant la guerre d'Afghanistan, où les crimes de guerre américains avaient été dénoncés par des fonctionnaires américains qui avaient fait leur travail, puisqu'ils sont au service du peuple, ils ne sont pas au service de l'État. L'État est censé représenter le peuple. Quand un haut fonctionnaire doit arbitrer entre le fait qu'il représente l'intérêt du peuple ou de l'État, il doit arbitrer en faveur du peuple. C'est le principe de l'héroïsme dont doit faire preuve un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. Et c'est ce qui a été fait par certains fonctionnaires, dont Chelsea Manning, via Wikileaks. Aujourd'hui, d'ailleurs, on voit que des gens qui ont accablé d'autres héros français, je pense à Anne-Laure Bonnel notamment, qui a fait son travail de journaliste et qui a dit, écoutez, la situation en Ukraine n'est pas celle que vous croyez, il y a deux aspects à prendre en considération, il est important de rappeler les faits. Eh bien, on a des personnes qui n'ont rien fait quand il s'agissait de défendre Julian Assange, qui ont attaqué immédiatement Anne-Laure Bonnel, alors que Julian Assange avait révélé des choses similaires, c'est-à-dire qu'il avait bien sûr révélé que des crimes de guerre existaient en Irak. Pourquoi ces personnes n'ont rien fait? Parce qu'elles avaient soutenu les abominations irakiennes. Elles avaient soutenu l'intervention américaine en Irak, elles l'avaient vendu comme un paquet de lessive au peuple, et étant des vendeurs de guerre, ces personnes-là, bien sûr, voulaient faire oublier qu'elles ont soutenu l'abomination irakienne. Bon. Dans le cas israélien, il faut analyser la sociologie qui est la suivante. Les expatriés israéliens sont sociologiquement incapables d'être critiques vis-à-vis du Likoud, mais d'une façon générale vis-à-vis de quiconque est Premier ministre au moment où une situation grave intervient au Moyen-Orient. Et les expatriés sont immédiatement confiscables en opinion par Netanyahou et par le Likoud en général pour le soutien inconditionnel de sa politique, même si sa politique n'a rien à voir avec l'intérêt national israélien, tel qu'on peut l'interpréter en théorie des jeux, tel qu'on peut l'interpréter en géopolitique cognitiviste, en analysant les rapports de force et en analysant bien sûr les biais fondamentaux qui peuvent exister dans la prise de décision à l'échelle nationale. Aujourd'hui, l'intérêt de Netanyahou ad hominem, intuitu personae, en tant que personne individuelle, est l'escalade. D'ailleurs, il suffit de le voir aujourd'hui, il a été filmé parce qu'un crime de guerre a été commis contre un convoi humanitaire qui a tué notamment des ressortissants britanniques, australiens et palestiniens. Bien sûr, le Premier ministre australien a dû faire des déclarations, et Netanyahou a fait des contre-déclarations, fondamentalement en disant que c'était une bavure, c'était une erreur, c'était pas volontaire, c'était pas délibéré. Ce qui n'enlève rien au fait que c'est un crime de guerre d'ailleurs. Même si c'est une bavure, ça reste un crime de guerre. Mais c'est pas une bavure, fondamentalement. Le schéma de lancement des missiles montre que ce n'est pas une bavure. Mais le plus important, à l'échelle macro-géopolitique, à l'échelle stratégique, c'est que dans ces déclarations, Netanyahou était épuisé. Les yeux cernés, le visage pâle, absolument épuisé. Netanyahou est parti dans une course en avant. Alors, cette course en avant, elle a plusieurs ressorts. Elle a des ressorts personnels, puisqu'il va être en face de la justice. Juste après ces événements, il est cerné. Mais il y a des ressorts dont l'immense majorité des Israéliens ne peut même pas envisager qu'elle existe, en particulier les expatriés. On a des expatriés laïcs, beaucoup même des binationaux, mais sinon de juifs à l'étranger, qui ne sont pas forcément binationaux, qui n'ont pas forcément pris le passeport, fait leur alia, etc., sont laïcs ou séculaires, on va dire. On peut faire Shabbat, mais sont pas non plus dans une interprétation littérale, et puis surtout, se sentent pas forcément concernés par les considérations eschatologiques récentes. Qui sont pas forcément récentes, puisqu'il y en a qui tiennent à Maïmonide, on va y revenir sur la construction du troisième temple, mais la majorité des juifs expatriés ne pourraient pas être fédérés autour d'un projet de reconstruction du troisième temple, sauf moyennant une sidération majeure. Or, il faut être très clair. L'assise politique de Netanyahou, mais peut-être même aussi assise idéologique, c'est vraiment ça qu'il faut distinguer. Est-ce qu'il y croit ou pas? Est-ce que c'est juste par cynisme? Est-ce que c'est parce que les eschatologistes en Israël votent Netanyahou? Ou votent bien sûr Ben Gvir? Bon, mais c'est pas une majorité, ça.
mais Netanyahou a besoin de Ben Gvir, mais il ne le prend pas fondamentalement au sérieux. Mais l'assise politique de Netanyahou est une assise qui prend l'eschatologie très au sérieux et est une assise qui est la même que celle, par exemple, de l'Institut du Temple, qui, lui, alors, est déterminé à raser la mosquée d'Al-Aqsa et le dôme du Rocher pour construire le troisième temple et à réaliser notamment le fameux sacrifice de la vache rouge ou de la génisse rouge. Et récemment, un représentant des brigades Al-Qassam a déclaré que c'était parce que des génisses rousses avaient été importées du Texas que les attentats du 7 avaient eu lieu. Donc c'est quelque chose de très précis, là. J'insiste sur le fait que la presse n'en a pas fait écho. D'une façon générale, la presse n'en a quasiment pas fait écho. Certains l'ont fait, aussi bien dans la presse milliardaire que dans la presse alternative. Il faut saluer une certaine presse milliardaire qui a eu le courage de rapporter cela, que oui, en effet, l'importation de génisses rouges du Texas par le Temple Institute et l'érection d'un hôtel sur le mont des Oliviers avait été considéré par un porte-parole des brigades Al-Qassam comme le casus belli qui justifiait de l'imminence de la destruction du dôme du Rocher et de la mosquée d'Al-Aqsa, et donc une intervention. Alors là, ça ne serait pas seulement par, bien sûr, les Palestiniens, mais ce serait par l'intégralité du monde musulman. Vous pouvez en être absolument sûr, ce serait un casus belli majeur. J'insiste sur le fait que l'immense majorité des Israéliens ne suivrait jamais un cinglé qui dirait « on veut raser le dôme du Rocher et la mosquée d'Al-Aqsa et on veut construire le troisième temple ». L'immense majorité des Israéliens ne suivrait pas ça, aussi bien à l'interne qu'à l'extérieur, pour tout un tas de raisons. Il faut d'abord une préparation des événements préalables à ce qu'un tel suivi puisse avoir lieu, et ce n'est pas le cas. Netanyahou est lancé... Alors Netanyahou, maintenant, est-ce qu'il croit à ça ? Mon opinion personnelle est oui. Mon opinion personnelle est que ce n'est pas seulement du cynisme politique, il n'appelle pas seulement à sa base électorale qui y croit, de toute évidence. Il y a un cynisme politique, oui, mais chez Netanyahou, c'est de l'idéologie aussi. Il y a chez Netanyahou une idéologie. Alors maintenant, cette idéologie, elle peut être séparée en plusieurs tendances. Et vous avez plusieurs approches. Vous avez certains rabbins sionistes, vous avez une minorité de rabbins anti-sionistes, mais il faut bien rappeler que c'est une minorité. Factuellement, là je parle vraiment matériellement, c'est une minorité. Mais vous avez des rabbins sionistes qui considèrent qu'on ne peut pas forcer Hachem, Dieu, on ne peut pas lui forcer la main. On peut pas dire, voilà, c'est vraiment une interprétation de Maïmonide qui dit il faut lui forcer la main. Il faut agir, construire le troisième temple, etc. Mais vous avez une autre interprétation qui dit non, on ne peut pas forcer la main, c'est Dieu Tout-Puissant, il fait ce qu'il veut. Si on est un rabbin sioniste de cette branche-là, on se dit mais il nous a donné la victoire, nous, Israël, en 67, donc il est bien présent, il a bien agi, il est capable de faire tout un tas de choses. Et donc, s'il voulait faire le temple, il le ferait. C'est pas ça qui lui poserait problème. Je veux dire, c'est pas nous, avec nos petites mains, qui pouvons, comme ça, pressurer Hachem à créer, à ériger ce troisième temple. Et d'ailleurs, le sacrifice, par exemple, de la génisse rouge, même s'il est présent dans le livre des Nombres, je crois que c'est 19, il est surtout présent dans la Mishnah, dans la Torah orale. Donc ça, c'est pas révélé, hein, soyons sérieux. C'est une interprétation par des humains qui peuvent faire des erreurs, qu'en ont fait. Rappelons le cas de Zacharie. Enfin, on a dans la tradition juive quand même la répétition de ce que des rabbins peuvent faire des erreurs, de ce que des humains peuvent faire des erreurs. Parce que bon, il y a les humains et il y a Dieu. Et le veau d'or est un exemple, mais pas seulement. Enfin, le cas de Zacharie est bien plus grave. Alors, cette chose-là fait que même au sein du judaïsme rabbinique, il pouvait y avoir tout un tas de mouvements. Par contre, il est vrai, il avait été dit, j'ai voulu vérifier, que le Rébé, donc le chef spirituel désormais décédé du rabbinisme hassidique de Lubavitch, a bien dit à Netanyahou, lui a bien déclaré devant témoin, il a dit devant témoin, pas seulement à lui devant témoin, mais il a dit plus tard publiquement, que selon lui, Benjamin Netanyahou serait le dernier Premier ministre avant le Messie, le Mashiach. Et je pense que Netanyahou le croit, sincèrement. Ça, c'est le point important sur lequel il fallait revenir. Ce n'est pas du cynisme politique, je suis convaincu que Netanyahou se considère investi de la mission sacrée
de passer le flambeau au Mashiach. Et l'immense majorité des Israéliens, même en respectant la dialectique mer-montagne, parce qu'en Israël, vous avez cette grande dialectique mer-montagne, ce que certains appelaient les bouffeurs de sushi de Tel Aviv. Mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a la démographie de la plaine, qui est majoritairement laïque, start-upeuse, technologique, qui, bien sûr, se sent totalement solidaire de son État, va prendre les armes pour lui, etc. Évidemment, mais qui, d'une façon générale, n'est pas mobilisable pour ériger le troisième temple, n'est pas mobilisable pour faire advenir, accélérer, si tant est que ce pût être fait, puisque j'insiste, c'est une interprétation de Maïmonide. Maïmonide n'est pas un prophète dans le judaïsme. Hein. Et puis surtout, il faut se rappeler, c'est assez étrange, parce que le judaïsme hassidique est majoritairement ashkénaze. Pourtant, bien sûr, Maïmonide était séfarade, mais le judaïsme hassidique est basé sur le Baal, bien sûr, sur le Baal Shem Tov, qui lui-même, donc le maître du grand nom, qui lui-même était basé sur Maïmonide. Mais bon, Maïmonide n'est pas un prophète. Au bout d'un moment, si on doit trancher, c'est quelqu'un, même bien sûr, les musulmans eux-mêmes reconnaissent que c'est un très grand savant, quelqu'un de remarquable, le médecin de Saladin, mais c'est pas un prophète. Enfin, n'importe qui, dans les religions abrahamiques, va bien reconnaître que Maïmonide n'est pas un prophète. Donc au bout d'un moment, quand on doit interpréter quelque chose d'aussi important que l'identité prophétique de toute une religion, il faut reconnaître qu'on a affaire à quelqu'un de faillible, et que c'est sur ce quelqu'un de faillible qu'est érigée ensuite une interprétation, celle du judaïsme chassidique, et ensuite une certaine branche qui est le Chabad Lubavitch. Bon, cela dit, je suis convaincu que Netanyahou y croit, et qu'il est convaincu lui-même qu'il doit être le dernier Premier ministre avant la venue du Mashiach. Mais l'immense majorité des Israéliens et des Juifs expatriés, même parmi ceux qui n'en ont pas forcément le passeport, ne seraient absolument pas déterminés à le suivre là-dedans. Donc il existe un intérêt politique chez Netanyahou à forcer la main de son État-nation, Israël. À lui forcer la main qui par un fait accompli face au Hezbollah, qui par un fait accompli face à l'Iran, qui par un fait accompli face aux Palestiniens et donc aux deux mosquées du mont du Temple. En sachant que même quelqu'un comme Moshe Dayan, par exemple, dont on ne peut pas l'accuser d'avoir été particulièrement pro-palestinien, aurait été totalement contre un fait accompli qui eût consisté à raser le dôme du Rocher ou la mosquée d'Al-Aqsa. D'ailleurs, quand le drapeau israélien avait été hissé sur le dôme du Rocher, Moshe Dayan, qui a été très critiqué ensuite par certains rabbins, mais qui était très à droite. On ne peut pas l'accuser réellement, personnellement. Bien sûr, il a servi des gouvernements de gauche, mais il était très à droite lui-même dans sa pensée, dans la structuration de sa stratégie et de ses opinions politiques. Et d'ailleurs, Sharon l'admirait. Sharon était déjà extrêmement à droite. Eh bien, même Moshe Dayan avait fait retirer le drapeau israélien du dôme du Rocher parce qu'il ne voulait pas provoquer ce genre de fait accompli. Donc, faut bien comprendre que dans la dialectique, la plaine et la montagne, dans la topographie d'Israël, qui crée un électorat complètement différent, le Likoud, et d'une façon générale, les sionistes révisionnistes, qui considèrent fondamentalement qu'Israël devrait aussi posséder les territoires, par exemple, de la Jordanie, selon la célèbre chanson « Le Jourdain a deux rives ». Eh bien, eux ne peuvent fédérer un électorat de plaine, même qui n'est plus socialiste, parce que depuis l'effondrement du mur de Berlin, la sociologie israélienne a considérablement changé. Mais ne pourrait fédérer cet électorat qu'en cas de crise. Et il a donc besoin de crises permanentes, de crises ou de crises pressenties, qui avec le Hezbollah, qui avec l'Iran, etc. Et pousser à la crise fait partie de sa stratégie. Alors, certains membres du cabinet de guerre l'ont compris en Israël. Par exemple, Smotrich, qui lui est en train de se dissocier, notamment, alors ça n'a pas l'air comme ça, vu de l'extérieur, les déclarations de Smotrich, qui ont été citées d'ailleurs à la Cour internationale de justice, n'ont pas l'air du tout d'être distinguables de celles de Netanyahou. Et pourtant, il veut, par exemple, passer des lois qui obligeraient les religieux à servir dans l'armée. C'est des lois très controversées, ça, extrêmement controversées à droite. Parce que, bien sûr, ces lois-là auraient comme impact d'empêcher les religieux de jouer un rôle plus important en étant dans le feu de l'action, quoi. Et donc, elles sont controversées, ces lois. Mais Smotrich veut les passer. Et ce n'est pas seulement une posture politicienne, c'est vraiment quelque chose d'idéologique
qui le distingue du cabinet de guerre. Mais donc, je voulais résumer ces points-là. Il existe une volonté d'escalader de la part de Netanyahou. Cette volonté d'escalader n'est pas du tout dans l'intérêt israélien, dans l'intérêt national israélien. Pas du tout, mais vraiment pas. C'est une fuite en avant. Tout un tas de hauts fonctionnaires israéliens l'ont compris, l'ont analysé et l'ont compris. Ceux qui ont fuité les plans à Wikileaks en font partie, mais ce n'est pas les seuls. Et le peuple israélien n'est absolument pas conscient dans sa majorité des convictions eschatologiques de Netanyahou. Et du fait que quand le Rébé lui a dit « tu seras le dernier Premier ministre avant le Messie », qu'il y croit pour de vrai et qu'il agit en ce sens. Pas dans d'autres directions, en ce sens précis. Et que, en effet, oui, l'importation de génisses rouges par le Temple Institute. Le Temple Institute, qu'est-ce que c'est ? C'est une lubie de milliardaire, c'est quelque chose qui se part de religion, qui pense être religieux, mais qui n'est pas du tout réellement religieux, pas du tout. Donc, on croit que c'est une guerre de religion. Non, c'est une parure. C'est une parure, c'est des méconceptions, ce sont de l'hubris, ce sont des conceptions religieuses qui peuvent être basées sur des analyses très personnelles, très particulières, qui n'engagent absolument pas tout le peuple juif, mais qui essaient de l'engager. Bien sûr, qui essaient de le mobiliser. Les expatriés sont déjà pris en otage. Regardez comment certains juifs américains ou français ont pris position dans les médias. Ils ne peuvent pas faire autrement. C'est impossible, ils se sentent déjà coupables d'être à l'étranger, ils se sentent déjà coupables d'être des expatriés. Bon, ils ne peuvent pas faire autrement que d'immédiatement être solidaires. Donc du coup, Netanyahou les a forcément dans sa poche. Mais cette sidération passée, la gueule de bois peut être très sévère. Et la conception de ce qui est vraiment l'intérêt national israélien risque d'être à l'opposé de ce que le cabinet de guerre, et en particulier le Likoud, est en train de faire. Et le visage de Netanyahou dans sa conférence de presse suite aux attaques du convoi humanitaire qui ont tué notamment ces Australiens et ces Britanniques innocents, et Américains aussi innocents, et Palestiniens innocents, eh bien, montre vraiment, il n'a jamais paru aussi ravagé et fatigué. Et je pense vraiment que cette fuite en avant l'anime totalement. Eh bien, c'était bien sûr quelque chose qu'un journaliste devait rapporter, donc je le rapporte. Faites-vous votre propre opinion, faites vos propres analyses, que vous soyez juif ou musulman ou chrétien ou athée, ou hindouiste, tout ce que vous voulez. Faites votre propre analyse, mon analyse en tout cas, est que Netanyahou là est dans une surenchère idéologique qui est extrêmement dangereuse, pas seulement pour la région, et que oui, il est exact qu'il existe chez l'Institut du Temple une volonté de pratiquer le sacrifice de la génisse rousse le plus rapidement possible. C'est exact, ça avait même été proposé en mars. Maintenant, bien sûr, c'est Pâques. Et puis, il est exact aussi, il est factuel, que c'était pendant le Simchat Torah en 1984 que Netanyahou avait rencontré le Rébé pour la première fois, et que c'est très exactement 39 ans, jour pour jour après, qu'ont eu lieu les attentats du 7, lesquels ont été notamment revendiqués de par l'imminence de certaines actions du Temple Institute, pour lequel le peuple israélien n'a jamais voté, de près ou de loin, pour lequel les juifs expatriés n'ont jamais voté, de près ou de loin, et qui pourtant semble présider à toute la destinée d'Israël aujourd'hui.